Alors, bonjour à tous. On va parler des relations sociales. On va parler des relations sociales au travail. Avant toute chose, comme je précise toujours, effectivement, ce qu'on propose, ce n'est qu'un cadre théorique, c'est une typologie idéale typique, c'est-à-dire que, effectivement, nous accentuons, nous exagérons les traits caractéristiques des comportements de façon délibérée pour pouvoir se doter d'un cadre, disons, théorique à partir duquel on pourrait mesurer le réel, tout simplement. Voilà. Alors, en parlant des relations sociales au travail, mesdames et messieurs, donc vous avez grosso modo deux visions, d'accord? Vous avez deux visions, effectivement, une vision coopérative et une vision concurrentielle. Alors, la vision coopérative met l'accent davantage sur les finalités communes, c'est-à-dire sur les valeurs, sur les représentations collectives, n'est-ce pas? Alors que de l'autre côté, dans la relation, dans la vision concurrentielle, on met l'accent sur la question des intérêts individuels, sur le fait qu'on n'a pas des finalités communes, mais des finalités individuelles, en quelque sorte, des finalités différentes, et effectivement ce qu'on pourrait résumer en termes d'intérêt. D'accord? Dans la vision effectivement coopérative, on pense que les relations sont d'ordre égalitaire, n'est-ce pas? Ou devraient être d'ordre égalitaire, et ainsi effectivement pour permettre la coopération, alors que dans la vision concurrentielle, on pense que non, ces relations ne sont pas d'ordre égalitaire, bien au contraire, les inégalités sociales, les relations sont d'ordre inégalitaire, et les rapports de domination, quoi qu'on en fasse, s'installent. D'accord? Ou bien les rapports de domination sont là. Le fait de ne pas les voir, c'est effectivement un problème de déni du réel. Et c'est aussi, je rejoins effectivement le troisième trait caractéristique de cette vision, c'est que effectivement on est dans une vision plutôt réaliste, n'est-ce pas? C'est-à-dire on part à partir de ce que nous sommes, ok? À partir des observations qui voient que effectivement les rapports de domination sont partout. D'accord? Les rapports de domination sont partout. Les individus sont dans des rapports concurrentiels, dans des rapports conflictuels, dans des rapports de domination. Bien évidemment, tous ces mots ne signifient pas exactement la même chose, mais on est à des degrés différents, n'est-ce pas? À des degrés différents de concurrence. Alors, soit on est dans un degré très élevé, et à ce moment-là, on est dans un rapport conflictuel, ou soit on est à des degrés, on va dire, un peu plus légers, et à ce moment-là, on parle de relations concurrentielles, n'est-ce pas? Mais il est clair que les finalités communes ne sont pas là, il est clair que les relations de domination peuvent s'installer, il est clair que les rapports de force sont présents, ainsi de suite, d'accord? Alors que dans la vision coopérative, c'est bien le contraire, c'est-à-dire que on est dans une vision plutôt idéaliste, en ce sens que on pense que, d'une certaine manière, ces inégalités doivent être combattues. Donc, et ainsi, effectivement, on est dans une vision idéaliste. On dit qu'est-ce qu'on devront être. Et c'est pour cela qu'effectivement, alors, je ne dis pas c'est pour cela qu'on propose ce type de vision, mais grosso modo, encore une fois, dans une vision idéale typique, effectivement, on a souvent tendance à avoir une vision idéaliste, effectivement, des relations sociales, alors que de l'autre côté, on a une vision plutôt réaliste. Alors, en parlant des relations sociales, on peut constater avec Guy Bajois que, effectivement, étonnamment, il n'y a pas beaucoup de définitions positives à propos des relations sociales dans les sciences sociales et en particulier en sociologie, en psychologie sociale, enfin bref. Et c'est vraiment un concept tellement basique que, effectivement, on le définit très mal. Et c'est devenu une espèce de boîte noire. Là-dedans, on y met tout et n'importe quoi et qu'on l'utilise dans tous les sens. Bon, bref, c'est dans cet esprit que, effectivement, Guy Bajois nous propose sa propre typologie. Alors, de quoi il s'agit? Il nous propose une typologie, effectivement, en s'attardant sur deux dimensions, on va dire, des relations sociales. D'un côté, disons, si on part du principe que les finalités sont communes, si on part du principe que les attentes sont admises par les membres d'un groupe, d'accord, d'une société, d'une organisation, d'accord, d'une collectivité, peu importe le niveau d'analyse. En tout cas, si on part du principe qu'effectivement les attentes sont partagées, à ce moment-là, dans ce cas-là, on peut
considérer qu'effectivement, il y a une véritable adhésion des membres vis-à-vis des finalités. En ce sens, ben, on a effectivement le cas de figure des attentes culturelles, d'accord, des attentes culturelles communes, ok, avec des finalités communes, très bien. Et de l'autre côté, effectivement, on pourrait penser que non, s'il n'y a pas une véritable adhésion, et cette adhésion, effectivement, n'est que, en réalité, comment dire, le fruit des contraintes sociales, d'accord, des contraintes sociales, des contraintes que la collectivité exerce de façon formelle ou informelle sur les membres pour pouvoir, disons, faire coopérer les membres entre eux. Très bien, d'accord. Donc d'un côté, il y a une véritable adhésion pour la coopération. De l'autre côté, cette coopération, en quelque sorte, elle est organisée par la contrainte sociale. Ok. Alors, de l'autre côté, effectivement, Guy Bajois nous propose aussi de penser ces relations sociales en termes de... alors, je vais prendre un bic, comme ça, je vais souligner, voilà. Donc, en termes de coopération et d'inégalité. D'accord? Alors, c'est ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que, effectivement, les relations sociales sont soit perçues d'un point de vue coopératif, soit perçues d'un point de vue de domination, d'un point de vue concurrentiel, d'accord? Soit on est dans un rapport de coopération et d'égalité, soit on est dans un rapport d'inégalité et de conflit. Dans un cas, effectivement, caricaturé par les marxistes, on est dans un cas de conflit de classe, d'accord? On est dans le cas de conflit de classe. Mais on va dire, bon, à un niveau plus méso, à un niveau plus bas, donc vous avez effectivement des relations, des rapports de force qui s'installent dans une organisation, dans un groupe, alors qu'effectivement dans un esprit plus égalitaire, on pense que les individus coopèrent entre eux effectivement dans des rapports de force d'ordre égalitaire. Alors, pour bien comprendre cette typologie cyclique, on va partir d'une situation fictive. Par exemple, on est dans un groupe d'amis où, effectivement, on décide de créer une entreprise de bâtiment. Alors, on est dans des relations égalitaires, et on a des finalités communes, effectivement. Et petit à petit, à la création de cette entreprise, on se rend compte qu'effectivement, chacun va contribuer pour atteindre la finalité commune de cette entreprise. Effectivement, chacun va contribuer différemment à sa manière pour atteindre cette finalité commune, d'accord? Et ainsi, il y en a qui vont, par exemple, faire de la peinture, il y en a d'autres qui vont juste casser et remplir les sacs, il y en a qui vont effectivement faire de la plomberie, d'autres de l'électricité. En tout cas, chacun a des compétences différentes, en tout cas se spécialise différemment, n'est-ce pas, dans le cadre de son activité professionnelle. Et ainsi, effectivement, petit à petit, les relations de domination concurrentielle, les relations, voire même conflictuelles, s'installent au sein de cette entreprise. Et ainsi, l'entreprise, l'organisation s'ajuste en ce sens que, maintenant qu'il y en a qui font des travaux de plomberie, c'est normal qu'ils touchent des rétributions plus importantes, n'est-ce pas? Il va falloir leur payer une part plus importante par rapport à leurs compétences, ou bien il y en a qui remplissent les sacs, oui, c'est un travail lourd avec une pénibilité spécifique, c'est normal qu'ils touchent effectivement des rétributions plus importantes. En tout cas, des rapports de domination et concurrentiels s'installent entre les membres de ce groupe à la base, on va dire, de relations sociales égalitaires, puisque effectivement ils ont des contributions différentes et ainsi effectivement ils vont avoir des rétributions différentes. Alors c'est pas pour autant qu'on va mettre fin à l'entreprise. La finalité, on partage, les membres se disent écoutez, de toute façon on partage des finalités communes, on aime bien travailler ensemble, mais il va falloir que chacun puisse recevoir une rétribution juste à sa valeur travail, d'accord? Et ainsi, effectivement, les choses sont confirmées, on va dire, institutionnalisées par l'organisation du travail, et disons, ces rapports de domination, ces rapports concurrentiels s'institutionnalisent au sein de l'organisation du travail. Et pourtant, on va travailler ensemble et on va coopérer ensemble. Du coup, les finalités communes de départ peut-être ne sont pas les mêmes exactement, on ne partage pas
tous le même degré de finalité commune. Néanmoins, on partage quand même un certain degré de finalité commune et ainsi on continue à coopérer ensemble, d'accord? Et donc, si vous voulez, il faut bien comprendre cet esprit cyclique en ce sens que même dans les organisations les plus égalitaires, les rapports de domination s'installent de par le fait que les individus ont des contributions différentes et leur rétribution se différencie petit à petit et c'est pas pour ça que l'organisation s'éclate. L'organisation continue à survivre juste en ajustant, on va dire, ses finalités aux rétributions nouvellement définies, effectivement, entre ses membres. On sait très bien que dans les organisations, dans les groupes de travail, effectivement, les choses n'évoluent pas de la même manière en fonction de différents critères, notamment en fonction de la nature, de la finalité de l'organisation du travail. Si vous êtes dans une école, effectivement, avec une finalité éducative, effectivement, c'est pas la même organisation du travail que si vous êtes effectivement dans une entreprise de 440, effectivement, où la question de la rentabilité est plus importante. En fonction de la taille de l'organisation du travail, les choses n'évoluent pas de la même manière. Les relations sociales ne se construisent pas de la même manière, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, il y a pas mal de critères qui peuvent, entre guillemets, changer l'évolution de la dynamique de groupe des organisations de travail. Et ici, par exemple, on va examiner la question de la taille de l'organisation du travail, d'accord, et son impact sur la dynamique des relations sociales au sein du travail. Et en l'occurrence, effectivement, ben oui, dans une petite entreprise, les choses sont beaucoup plus personnalisées, les choses sont beaucoup plus informelles, alors que dans une grande entreprise, la relation entre l'employeur et l'employé, c'est une relation beaucoup plus formalisée, c'est une relation qui est beaucoup plus définie, si vous voulez, par un encadrement formel qu'on appelle le règlement, n'est-ce pas, le règlement d'ordre intérieur, alors que dans une petite structure, effectivement, les choses se négocient beaucoup plus facilement, de façon informelle, par les promesses, n'est-ce pas, et les normes informelles ont leur importance, bien évidemment. Les relations de proximité avec, on va dire que on dit les relations de proximité sont plus perméables, d'accord? Les frontières, effectivement, des relations de proximité sont plus perméables, alors que dans le cadre d'une grande structure, vous avez effectivement les relations sociales qui sont définies à travers toute une série de comités, toute une série d'entités formalisées, institutionnalisées. Vous avez un comité de concertation de ceci, vous avez un comité de concertation de cela, vous avez effectivement toute une série de dispositifs d'encadrement des relations sociales, d'accord? Toute une série de dispositifs d'encadrement des relations sociales. Alors que par exemple dans une petite structure, on met davantage l'accent sur l'esprit d'équipe, effectivement, alors que dans le cas des grandes structures, on publie des codes de déontologie, vous voyez, ou des codes, des chartes éthiques. En tout cas, on a tendance à publier, effectivement, à inscrire sur papier, disons, un certain nombre de valeurs qui vont harmoniser tant bien que mal, effectivement, les relations sociales au sein de l'entreprise, voire même avec son environnement, d'accord? Alors que dans une petite entreprise, vous avez un langage rugueux, c'est-à-dire un langage qui est rude, un langage qui est effectivement brut, alors que dans une grande entreprise, on a tendance à exercer la langue de bois, n'est-ce pas? Alors que dans une petite entreprise, vous avez effectivement des absences qui se voient immédiatement, puisque effectivement on connaît les enfants, on connaît la femme, on connaît de la famille, on dit c'est pourquoi il n'est pas là, et effectivement c'est un peu difficile effectivement d'avoir des absences, on va dire grises. Dans une grande entreprise, effectivement, les choses sont beaucoup plus formalisées. La question, effectivement, de l'absentéisme est beaucoup plus formalisée et n'a pas le même impact. Alors que dans une petite entreprise, effectivement, on se forme sur le tas en travaillant, n'est-ce pas? C'est la formation se réalise au travail, d'accord? Et c'est en ce sens qu'il y a effectivement cet esprit de maître contre maître, c'est cet esprit familial, alors que dans une grande entreprise, la formation est organisée, les diplômes sont exigés et les choses sont beaucoup plus actées de par
les diplômes, tout simplement. Alors que dans une petite entreprise, effectivement, vous avez des délais de réponse très courts. Dans une grande entreprise, les choses sont bureaucratisées, plus formelles et plus lourdes à traiter.